18h04 et pour le retard, quelques petits soucis techniques, mais nous sommes bel et bien là. Place à l'information de ce mercredi 4 novembre 2020. Arnaud Berry-Lelcierder pour nous présenter les titres. Bonsoir. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de cette fin de journée, une page sera consacrée à la santé. Les autorités sanitaires surveillent les arboviroses de près, notamment deux virus, le Mayaro et l'Oropuche, des contaminations plus importantes dans le territoire ces dernières semaines. On y revient. Dans le reste de l'actualité sanitaire, une mission sillonnera la Guyane pour évaluer la politique de santé. Même si ce n'est pas une première, elle reste utile selon la première vice-présidente de la CTG, Hélène Sirder, que vous entendrez. Et puis une actualité marquée par les élections aux États-Unis, scrutées partout dans le monde. Chez nous aussi, les Guyanais, mais aussi les Américains vivant en Guyane l'ont suivi avec suspense. Nous serons en direct avec Wellington Terrada de Miami Dade Country, un jeune Américain vivant en Guyane. Et puis suite de notre série de reportages avec nos jeunes stagiaires dans l'armée. Aujourd'hui, les choses deviennent plus sérieuses. Ils s'essaient au maniement d'une arme. Reportage à suivre. Voici votre journal de 18h. Et un journal de 18h en diffusion sur le Facebook Live de Radio Pays Guyane. Et vous le disiez en titre, les autorités sanitaires surveillent l'arbovirose de près. Oui, les arboviroses, ce sont ces maladies transmises par des arthropodes. Après la flambée des mois de mai et de juin de la dengue, elle recule. Les autorités sanitaires ont l'œil sur deux autres virus dont vous avez déjà entendu parler, le Mayaro et l'Oropuche. Tous deux sont déjà connus sur le continent, mais le nombre de transmissions en Guyane cette année est inhabituel. Comme pour la dengue, les infections par Oropuche et Mayaro ralentissent, mais là aussi, il ne faut pas baisser la garde. Julie Prudhomme, épidémiologiste à la cellule Guyane de Santé publique France, on l'écoute. Pour le virus Oropuche, c'est une épidémie pour le coup qui est très localisée, qui a touché le village de Saül. On a eu très peu de cas au mois d'octobre. Ça semble être une épidémie qui est sur la fin, voire qui est terminée dans le village de Saül. Et rien n'indique qu'il y ait une diffusion en dehors du Saül sur le reste du territoire. Donc c'est a priori une situation qui est finie, mais qui reste sous surveillance, puisque si des cas sont exportés ailleurs sur le territoire, il faut qu'on soit au courant et qu'on suive ce qui se passe. Et pour le Mayaro, les cas confirmés de Mayaro, les 14 cas ont été malades entre mi-juillet et fin septembre. Le dernier cas confirmé, il remonte d'un prélèvement qui a été fait le 2 octobre. Donc on a l'impression que c'est peut-être plutôt sur la fin, mais c'est pas forcément une situation qui est terminée. Donc ça, c'est vraiment un virus qui reste sous surveillance pour voir si les transmissions du virus Mayaro se poursuivent ou non. Julie Prudhomme, épidémiologiste à la cellule Guyane de Santé publique, elle répondait à Victor Zamit. Une mission pour évaluer la politique de santé en Guyane. Oui, encore une. Cette fois, ce sont deux membres du Haut Conseil de la Santé publique qui ont fait le déplacement. Ils devaient venir en plus grand nombre, mais Covid oblige. Une partie du groupe a renoncé au voyage. Le Haut Conseil de la Santé publique a été saisi par des instances politiques pour évaluer les besoins du département en matière de santé. Des missions de ce type, il y en a plein. Mais pour Hélène Sirder, première vice-présidente de la CTG, elles sont utiles. On l'écoute. Je ne considère pas que ceux qui viennent ici viennent inutilement. Il y a en tout cas une attention qui est portée sur la Guyane. Maintenant, nous devons mettre en avant nos réalités, nos spécificités amazoniennes et qu'on arrête d'importer des standards européens de l'Hexagone, des modèles qui ne correspondent pas à la réalité de la vie d'ici. On met l'accent aujourd'hui sur la territorialisation, sur la différenciation. Encore faut-il l'appliquer et prendre en compte vraiment les réalités de notre territoire. Hélène Sirder, première vice-présidente de la CTG, elle répondait à Florian Royer. Et place au point épidémiologique quotidien. Oui, 14 cas déclarés positifs à la Covid-19 ce mercredi 4 novembre sur 220 tests réalisés.
Alors au total, on compte 10 591 cas positifs depuis le début de l'épidémie. 19 patients sont hospitalisés et 2 sont en réanimation. Et puis on le rappelle, 70 personnes sont malheureusement décédées de la Covid-19 en Guyane. Et accident hier de pirogue sur le Maroni, une femme enceinte est décédée. Oui, le drame a eu lieu en fin de matinée hier mardi au niveau du village Providence au Sault Sisibi. Plusieurs personnes sont impliquées dans l'accident, dont une femme enceinte de 8 mois disparue hier, puis retrouvée sans vie ce matin par la population. Les rescapés ont été pris en charge par les secours et évacués vers les hôpitaux du littoral. L'embarcation venait de quitter la commune de Grand-Santi et devait se rendre à Saint-Laurent-du-Maroni. Dans un communiqué, Rodolphe Alexandre, le président de la CTG, indique que ce drame rappelle cruellement les difficultés rencontrées au quotidien par nos compatriotes des communes isolées, des difficultés liées notamment à l'enclavement et à la complexité d'accès aux soins sur notre territoire. Une journée électorale mouvementée aux États-Unis. Et oui, 160 millions d'Américains étaient appelés aux urnes ce mercredi. À l'heure où nous parlons, c'est le suspense. Le camp démocrate se détache grâce au décompte des bulletins envoyés par la poste. Joe Biden est donné vainqueur dans plusieurs États clés, mais l'officialisation pourrait tarder et les recours se multiplier. Le camp Trump s'accroche et demande déjà un nouveau décompte dans le Wisconsin. Pour parler de ces élections, nous sommes en direct avec Wellington Terrada. Il vient de Miami-Dade Country. Il est de nationalité américaine et également d'origine dominicaine. Il vit à Remire-Montjoly depuis plusieurs mois ici en Guyane. Bonsoir. Bonsoir. Alors Wellington, avec une élection chargée en suspense, comment avez-vous suivi cette élection depuis la Guyane? Nous avons un traducteur qui est avec vous. Il s'agit de Xavier Paul Lepelletier. Oui, bonsoir Arnaud. With an election so full of suspense, how have you been able to follow the outcome of the vote from French Guyana? Well, since I don't have a cable TV in my house, I've been able to be reading in the internet. Alors Wellington n'a pas accès à la télévision câblée chez lui, donc il a pris l'essentiel de ses informations par le biais d'internet. Especially ABC News, you know, that sites that have like veridic information. Donc notamment au niveau du site ABC News qui appartient au groupe Disney. And basically just Google, you know. Donc voilà, comme il nous l'a expliqué, l'essentiel de ces informations, de ces sources d'informations provenaient d'internet. D'accord. Donc, Google entre autres et notamment le site de ABC News. D'accord. Alors les candidats sont au coude à coude en ce moment. Pour être élu, il faut passer les 270 voix des grands électeurs. Le système électoral, il est très différent du nôtre. Alors brièvement, pouvez-vous expliquer ce mode de scrutin américain? So tonight, at this very time, the two candidates are still very, very close. They both need at least 270 votes to win the electoral college. Can you explain us more a little bit about the American voting system? Well, this is what we call the electoral college, in which you need 538 electors, and whoever gets the absolute majority wins. Donc en fait, le collège des grands électeurs se compose de 538 électeurs élus donc de manière fédérale, donc dans chaque État individuellement, et il faut que l'un des deux candidats remporte la majorité absolue, donc qui s'élève au nombre de 270 grands électeurs pour pouvoir remporter le scrutin. That's right. If you get 270 or more, then you get to win the election. Some people agree with this, some people don't, but we still use this system because it respects the American Constitution. Donc en fait, ce système est ancien et donc est inscrit dans la Constitution américaine, bien qu'il soit de plus en plus remis en cause, puisque il ne s'agit pas d'un scrutin concernant le vote populaire, donc ça n'est pas le vote individuel de chaque citoyen qui permet de remporter le scrutin, mais c'est le vote de chaque citoyen qui va permettre d'élire ce grand électeur pour leur État.
Très bien. Alors qu'est-ce qui, selon vous, donne un écart aussi serré en ce moment et une participation aussi plus importante cette année des votes par correspondance? How can you explain how the two candidates are still so close at this very time, and how could you explain that the early postal votes have been so important this year? Well, this year has been obviously a little bit of different because of the COVID-19. Donc cette année a été bien évidemment très différente des autres en raison du Covid-19. So voters have been sending their early votes by mail. Donc beaucoup de citoyens américains ont fait le choix de voter par le mode postal de manière anticipée. And this is why it's been taking so long. Donc ça explique entre autres pourquoi le décompte prend autant de temps à l'heure actuelle et pourquoi le décompte est contesté notamment par Donald Trump qui récemment avait remis en cause l'intégrité de la poste américaine. So this year we've had twice as much as early voters than the last election in 2016. Donc cette année, il y a eu pas moins du double du nombre d'électeurs choisissant le vote anticipé par voie postale en comparaison du scrutin précédent de 2016. Usually, the 3rd November, we would have had the results at night, but since we're still counting, we don't know the results yet. Donc en temps normal, au soir du 3 novembre, le résultat du scrutin devrait normalement être scellé. Là, en raison de la forte mobilisation pour les votes anticipés par voie postale, en raison de cela, le décompte reste toujours en suspens à l'heure actuelle. Très bien. Alors malheureusement, hein, l'entretien touche à sa fin. Alors quels espoirs avez-vous, Wellington, hein, vous qui vivez ici en Guyane, mais de nationalité américaine, quels espoirs avez-vous du prochain président des États-Unis? So, Wellington, can you tell us, as an American living abroad, living overseas, so far from your country here in French Guyana, what are your hopes about the next president to come? Well, my hope for the next president is definitely I want Joe Biden to win the election. Donc, Wellington espère sincèrement que Joe Biden remporte l'élection. He's winning with 237 votes. Qu'il remporte l'élection, donc grâce à l'heure actuelle, il serait actuellement, selon les informations de Wellington, sur un nombre de 237 grands électeurs de son côté. And Trump is still in 214. Donc et Donald Trump est toujours à 214, serait toujours à 214 grands électeurs de son côté à lui. Can you tell us what do you hope for the next American policies for the next 4 years? Yeah, I think the next president of the United States should be a better example of what the last president was. Il s'agirait avant tout que le prochain président soit un meilleur exemple que le président sortant. And since Joe Biden was Obama's vice president back in 2008, I think he's a great example. Et Joe Biden ayant été le vice-président de Barack Obama jusqu'en 2016, lui correspond à un bien meilleur exemple selon l'opinion de Wellington. Très bien, merci Wellington Terrada, thank you very much. Je rappelle que vous êtes habitant de Rémière-Montjoly, vivant donc en Guyane, et vous êtes de nationalité américaine, et donc vous nous avez permis donc d'avoir donc des informations supplémentaires concernant donc ces élections américaines. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béhari-Lolsirder. Deuxième journée avec les stagiaires de la préparation militaire découverte. Là, toute la semaine, Radio Pays suit un groupe de jeunes stagiaires qui passent une semaine de leurs vacances avec les Pumas, c'est-à-dire la première compagnie du 9e régiment d'infanterie de marine. Hier, ils apprenaient le b.a.-ba de la vie militaire. Aujourd'hui, les choses se corsent. Il faut apprendre à tenir une arme et ça nécessite plusieurs heures d'entraînement. Reportage Florian Royer. Aujourd'hui, difficulté supplémentaire pour les stagiaires, l'apprentissage avec accessoires. Un militaire sans arme, c'est pas un militaire.
Pour parfaire la formation, il faut donc savoir manier le célèbre FAMAS. Deux mouvements de rack. Et il pèse tout de même 3,780 kg, ce qui complique le travail pour les petits gabarits. J'essaie de la mettre en confiance par rapport au recul de l'armement. Pour lui dire que, quelle que soit la force qu'elle va utiliser pour tirer le levier d'armement, elle tombera pas au fait. Marelva, l'une des jeunes stagiaires que nous suivons, est la plus petite du groupe. Alors forcément, c'est un peu plus compliqué. À chaque fois que je prends, c'est vrai que c'est pas évident de prendre parce que c'est lourd et puis après c'est au niveau de mon bras. Ça se fatigue. Donc après, il m'a montré comment gérer l'arme avec mon bras pour ne pas après tomber ou être fatigué. Et une fois que c'est acquis, encore faut-il savoir s'en servir dans diverses positions. Le relevage doucement, fait par étapes. Debout, à genoux, assis, même couché. Donc là, le relevage, il se relève petit à petit. Ok. Donc un genou au sol d'abord. Le genou gauche s'est levé de manière à pouvoir être stable avec sa main faible. Et Terry, notre deuxième stagiaire témoin, s'en sort plutôt pas mal. Ok, c'est bien, nickel. Tu passes en stade 0. Le sergent Abou est plutôt content de son élève. Ouais, là, il a tout compris. Du premier coup, il a bien réalisé la démonstration. On va continuer comme ça pour les autres. Et pourtant, pour Terry, c'est une découverte. Moi, j'avais jamais touché. Comme je voyais, mais je ne touchais pas en fait. Et là, on m'a appris à démonter et à remonter. Et à voir les différents outils qu'il y a dans le FAMAS. Tout n'est pas encore parfait et le sergent Abou a pas mal de travail encore. Alors là, les erreurs les plus récurrentes, ce sont, comme vous pouvez le voir là, le doigt, il est pas le long du fût, mais il est sur la détente. Ça, c'est une très grosse erreur. Tu peux même mettre ton doigt le long du fût. Le long du fût. Le doigt, ton doigt de ta main forte, voilà. Ça, ce sont les erreurs les plus récurrentes tout le temps. Cette activité FAMAS a plutôt plu aux élèves. Il faut voir maintenant si l'activité du lendemain leur plaira autant. Il s'agira de monter un bivouac en forêt. Voilà, reportage signé Florian Royer. Un rendez-vous demain à suivre pour suivre justement l'évolution de ces jeunes stagiaires militaires. Et ça, c'est jusqu'à vendredi. Voilà. C'est un phénomène qui grandit chaque année et un peu plus partout en France à le succès des concours d'éloquence. Oui, l'Université de Guyane a organisé cette année la 4e édition de son concours d'éloquence. 18 candidats étaient en lice, puis la finale a eu lieu la semaine dernière. Nous recevions ce matin justement les deux finalistes de ce concours, Rania Dada et Alex Coudray. L'art de bien parler est essentiel dans notre société, a expliqué Alex Coudray. Au quotidien, c'est essentiel. Malheureusement, l'habit fait un peu le moine. Et quelqu'un qui parle bien dans une administration va mieux passer, va dans un entretien d'embauche, va avoir beaucoup plus de facilité à partager ses points forts, ce qu'il a à faire valoir dans une entreprise. Donc non, au quotidien, c'est important. Même, je sais pas, pour demander de l'aide à quelqu'un, l'éloquence est vraiment importante. Il faut oser avoir la parole, même si on n'a pas forcément de cours, d'aide, il faut quand même oser. En France, on est beaucoup touché par l'illettrisme aujourd'hui, parce qu'on a juste peur d'écrire ou peur de lire, et finalement, on reste dans ce cercle vicieux-là. Et donc, faut vraiment essayer d'oser parler, même si on parle mal, même si on considère qu'on a une difficulté dans la langue, dans le vocabulaire, dans la grammaire, il faut essayer, faut se lancer. Et nous, ceux qui savons bien parler, arrêtez de juger. Vraiment, c'est justement ce dialogue de cœur à cœur, j'ai envie de dire. Une interview que vous pouvez retrouver en intégralité sur la page YouTube de Radio Pays. Et puis demain, Victor Zamit recevra à 7h Marc Barra pour parler du festival La Toile des Palmistes. Merci beaucoup, thank you very much Arnaud Berry, Lolcerder. Le prochain point de l'information, ça sera demain dans les matinales dès 5h avec Victor Zamit. Quant à vous, on vous retrouve demain à 18h. Good night en Radio Pays. Radio Pays, 101.3 à Kourou, partageons l'essentiel.